peu dans le code, hein, que vous remettiez les mains dans le cambouis. Donc on démarre avec des tout petits exercices, donc en C++, mais vous n'allez pas encore vous-même créer de programmes orientés objets en fait. Donc là, on va rester dans une approche assez fonctionnelle. C'est pour se familiariser avec les différences entre le C et le C++, les entrées-sorties, la manipulation des chaînes de caractères, des choses comme ça. Alors, vous n'allez pas faire d'exercices réellement orientés objets, mais vous allez quand même utiliser les objets. Par exemple, pour les chaînes de caractères, vous allez voir qu'effectivement, il y a une classe, il y a un nouveau type pour les chaînes. Ce qu'il n'y avait pas en C, on stockait les chaînes, je vous le rappelle, dans les tableaux de caractères avec une convention, le \0 à la fin. Là, il y a un type chaîne. Il y a une classe chaîne, en fait, qui est dans la librairie standard, donc la classe string, et donc vous allez l'utiliser. Mais enfin, on va commencer petit à petit, donc je vous laisse démarrer le premier exercice. Donc, l'environnement de développement, c'est toujours CodeBlock. Allô ? Oui, on vous entend. L'environnement de développement, donc c'est toujours CodeBlock. Donc, par contre, alors, c'est vrai qu'en première année, on essaie de faire en sorte que vous travaillez tous sur CodeBlock pour que, ce soit assez homogène. Là, s'il y en a parmi vous qui préfèrent utiliser d'autres environnements de développement que vous trouvez, plus sympathiques, plus ergonomiques, pourquoi pas ? Ça me dérange pas. Bon, nous, on continue à utiliser CodeBlock, mais donc voilà. Donc hop, le cahier d'exercice. Bon, j'imagine que vous l'avez tous sous les yeux. Donc, vous démarrez. Et puis, j'attends un petit peu. Là, le truc, c'est que c'est quand même du TP, cette fois-ci, essentiellement. Donc, j'attends vraiment que vous avanciez un petit peu par vous-même et puis que vous me posiez les questions, qu'on voit là où vous bloquez. Éventuellement, on pourra tenter des partages d'écran, mais au niveau des prises de contrôle, là, sous Teams, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Donc, voilà, on pourra au moins, je pourrais faire en sorte que vous partagiez votre écran pour que je puisse vous débugger, etc. Et puis surtout que vous posiez vos questions, et puis je corrigerai les petits exercices en live avec vous. Donc vous démarrez, donc regardez vraiment, c'est des petits exercices assez simples. Donc le 200, c'est entrée-sortie, puisque on a des objets qui permettent de gérer les entrées et les sorties. Et donc c'est les objets, donc out, in, avec les opérateurs d'insertion, par exemple pour le out, donc qui permettent d'envoyer sur un objet qui correspond en fait au flux sortant écran ou au flux entrant clavier, des données pour l'affichage. Donc c'est plus du printf et du scanf. Enfin tout ça c'est dans votre cours, donc allez-y. Je vais peut-être lancer CodeBlock avec vous pour vous lancer. Est-ce qu'il y a des ingés de nouveau parmi vous ? Oui. Vous êtes nombreux ? Vous êtes quoi ? Alors attendez, qui c'est qui parle ? Faudrait que je voie qui c'est qui parle. Attendez, non, je suis toute seule. Vous êtes la seule ? D'accord, alors attendez. Comment je vois qui c'est qui parle là ? C'est Louane qui parle. Louane. Louane Wong, ok. Donc vous venez à peine de démarrer là, il y a un petit mois, c'est ça ? Mais j'avais déjà codé avant, j'étais dans une école d'ingé avant, donc j'ai déjà codé. D'accord. En orienté objet ? Oui. D'accord, donc finalement, ça va aller. Ce qui est difficile, c'est que parfois, il y a des ingés de nouveau, effectivement, qui n'ont même jamais codé, même en C. Ils font un mois accéléré de C, puis font les balances dans le C++. Mais enfin, si vous avez déjà codé, donc ça, je pense que ça va aller. Vous codiez sous quoi ? Sous quel environnement de développement ? CodeBlocks aussi. CodeBlocks aussi. C'est parfait. Donc, normalement, vous devriez tous pouvoir lancer CodeBlock et donc démarrer ce TP. Hop. Alors, j'espère, là, c'est un peu plus compliqué pour moi de vérifier, que vous avez commencé normalement. Je vous rappelle que vous devez toujours commencer les exercices avant d'arriver en séance pour justement pouvoir poser les questions, qu'on puisse vraiment aller sur vos points de blocage, etc. Bon, à distance, là, en tout cas, faut vraiment que vous le fassiez pour les TP en demi-groupe en présentiel pour qu'ils soient vraiment mis à profit. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, on va faire un nouveau projet. Donc, console application, toujours, mais cette fois en C++. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, 200, vous êtes le groupe 4. Groupe 4, hop, j'ai de C++. Et voilà. Et donc, pour l'instant, les tout petits programmes qu'on va faire, vous allez en fait les coder dans un seul fichier, donc un seul fichier source.cpp. Il y a un exercice un peu plus loin où on vous demande de répartir les sous-programmes
Donc, dans un autre fichier source avec son fichier en tête correspondant. Mais pour l'instant, là, c'est tellement simple. Vous codez directement dans le main d'ailleurs, et donc dans un seul fichier source. Alors, attendez, allez-y pendant que je cherche d'autres outils, que je mets en place d'autres trucs sur un autre écran. Je vous laisse démarrer le premier exercice. Donc là, c'est vraiment, vous avez les exemples dans le cours, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est out, c'est in, et voilà. J'arrive, je vous laisse démarrer. Par contre, vous posez vos questions dès que vous en avez. Bon, tout bête là, c'est bon? Vous avez tous passé au 201 déjà ou pas? Donc, bon, s'il y en a qui bloquent, je vous rappelle, voilà, une déclaration de variable, là, il n'y a vraiment aucune difficulté. On vous demande donc de saisir un entier et un réel. Vous déclarez donc deux variables. C'est tout bête. Ceux pour qui c'est bon, vous continuez. Je propose quand même une correction là sur les premiers exos pour pas qu'il y en ait qui bloquent bêtement parce qu'ils se sont détachés du code pendant plusieurs mois. Mais donc voilà. Donc la nouveauté là, c'est ici. Donc pour les entrées-sorties, donc là pour un affichage, on utilise donc l'objet cout. Ce qu'il faut, voilà, il faut que vous ayez conscience que c'est un objet derrière. Donc c'est une variable, instance d'une classe. Donc c'est une variable de type objet. C'est la classe OStream, il me semble. Mais enfin, vous n'avez pas besoin de le savoir à la limite. Là, j'ai l'impression que en ayant un peu regardé le cours que vous avez avec M. Dittler et en regardant les exercices, que là on vous demande pas encore de rentrer vraiment dans les détails techniques. Mais plutôt de savoir utiliser, voilà, un peu comme une boîte noire, différents outils C++. Donc voilà, mais ayez conscience quand même que c'est un objet derrière. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si M. Diddler vous l'a dit, on vous conseille fortement d'enlever le using namespace std là, au début. Là, c'est la gestion des espaces de nommage, en fait, pour gérer donc la librairie du C++, qui est divisée dans différents espaces. Donc on vous demande de l'enlever pour pas que ça... Bon, voilà, là ça irait, mais enfin quand on commence à faire des gros programmes, ça risque d'entraîner des conflits. S'il y a plusieurs, typiquement, objets dans différents espaces, etc., qui portent le même nom. Donc on vous conseille de le retirer et du coup, attention, il va falloir rajouter ici std : devant, par exemple ici, l'accès à l'objet cout. Vous voyez, ça l'a marqué d'ailleurs, OStream. C'est un objet de type OStream. Il y a une classe OStream qui permet de gérer les flux sortants. Donc, on envoie, en gros, sur le flux sortant, ici, une chaîne de caractères. Alors, on vous demande, en gros, de saisir un entier. Hop. Voilà. Donc, pareil, std : handle. Ça, c'est pour passer à la ligne, en fait. Donc c'est une chaîne en fait constante qui correspond donc au retour chariot, il me semble. Pour faire une saisie, c'est l'opérateur cin, enfin c'est l'objet cin, donc avec l'opérateur là comme ça supérieur, et on récupère donc la saisie et donc on la stocke ici dans notre variable x. Voilà. Vous faites la même chose pour le réel et puis pour les afficher de nouveau objet cout. Donc voilà, donc vous voyez quelque part que c'est plus simple qu'en C, il n'y a plus cette notion de format. Alors on pourra quand même évidemment formater si on veut un nombre précis de chiffres après la virgule, etc. par exemple pour un affichage réel. Mais voilà, il n'y a plus besoin d'indiquer des formats en paramètres, etc.
Donc, quelque part, c'est plus simple. 2 points. Et j'envoie, hop, la valeur de la variable x. Donc, sur l'affichage écran. Et voilà. Alors, du coup, on va compiler. Du coup, je vais en profiter pour vous donner des petites indications. Donc, moi, je suis déjà en C++ 14. Oui, il me fait un warning puisque je n'utilise pas la variable y. Hein, c'est normal. Là, j'ai pas fait la saisie du réel ni son affichage. Vous le faites, vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, dans les options de compilation, alors ça n'a pas d'importance, je pense, pour le début. Pour ces premiers chapitres, mais ça peut en avoir ensuite. Il faudra bien que vous cochiez ici la case pour que ce soit la version 14, C++ 14 qui soit utilisée. Enfin, bon, je ne sais pas encore, parce que l'année dernière, ce n'était pas M. Didler qui faisait le cours, c'était M. Fercoq. Donc, je ne sais pas encore exactement voilà, les codes que va proposer M. Didler, mais il se peut qu'il ne fonctionne qu'avec la version C++ 14, donc vous penserez bien à cocher cette case. Si ça vous fait une erreur, de toute façon, vous le verrez à la compilation, ça risque de vous faire des erreurs, ça vous l'indiquera. Et du coup, allez bien ici, dans les options du compilateur, pour cocher cette case. Donc, voilà. Et puis, pour l'instant, on est toujours en console, comme d'habitude. Hop. Et voilà, on compile, on exécute. Des questions sur les entrées-sorties? Rien de spécial à dire. Donc, du coup, là, c'est un peu compliqué. Comment est-ce que je peux faire? Ah, afficher la conversation. Excusez-moi, je n'ai pas affiché la conversation. Alors, est-ce que CodeBlock... J'ai une question. Hop. Est-ce que CodeBlock restera obligatoire pour les éventuels exos ou TP notés? Moi, j'ai pas de contre-indication à ce que vous utilisiez Visual Studio, par exemple. Bon, ça, il faut quand même redemander à M. Didler. Pour les évaluations, genre TP noté, là, je sais pas. Moi, là, en plus, vous êtes chez vous, là, donc vous codez sous l'environnement que vous voulez. Je vais pas vérifier ça. Tant que, voilà. Par contre, voilà, il faut bien que vous ayez le C++ 14, etc. Mais sinon, ça me pose pas de souci particulier, Clément. Surtout qu'effectivement, il y a des outils qui sont maintenant un peu plus ergonomiques et qui permettent de faire plus de choses que CodeBlock. Enfin, pour ce qu'on fait là dans ces premières séances, peu importe vraiment, c'est tellement simple, vous faites comme vous voulez. Donc très bien, donc, pas de questions là-dessus, donc affichage, on utilise un objet, je le marque quand même, donc out instance voilà, je vous laisse revoir le cours, juste ayez quand même, voilà, pour qu'on aille vers l'approche objet, que vous vous rendiez compte que du coup, ce sont des objets. Donc c'est un donc voilà, hop, et puis pareil pour ici les entrées. Donc, plus de printf et plus de scanf. Par contre, je le dis quand même, puisque j'ai eu les questions là-dessus hier en TP, le C++ est complètement compatible avec le langage C. Et en fait, si vous incluiez ici la librairie stdio.h et que vous faisiez des printf et des scanf, ça marcherait. Ça marcherait également. On peut en fait utiliser toutes les fonctions de la librairie standard du C dans des programmes C++. Bon. Mais l'idée, c'est que du coup, on utilise l'approche objet qui est plus performante, qui permet de faire plus de choses, etc. Donc, vous allez aller petit à petit. Mais effectivement, parce qu'il y en a qui me l'ont fait hier en demi-groupe, qui n'avaient pas dû bien réviser leur cours, même lire l'énoncé, puisque... ah non, c'est pas marqué là dans l'énoncé du 200. Mais donc, qui ont fait des printf et effectivement, ils disent, mais pourtant, ça marche les printf. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, les sous-programmes en C respectent complètement la syntaxe du C++. Enfin, c'est plutôt le C++ qui utilise exactement finalement la même syntaxe et les mêmes instructions de base que le langage C. Il y a toute la couche objet ensuite, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours inclure des librairies du langage C et les utiliser. D'ailleurs, parfois vous le ferez, par exemple pour la gestion du temps ou des choses comme ça. On peut tout à fait s'en contenter. Très bien. Donc, si pas de questions, vous passez à l'exercice 201. Donc, sur l'utilisation du booléen. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu sur le booléen? Tiens, j'ai des questions. Comment je peux faire? Alors, excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps là de vraiment fouiller dans Teams. On communique un peu ce qu'on découvre.
Bon, c'est pas super. Moi, j'aimerais bien, au niveau des conversations et des échanges, j'aimerais bien trouver une manière de faire un peu mieux. Enfin bon. Donc, le fameux type booléen. Comment est-ce que vous faisiez en C pour stocker une donnée booléenne, c'est-à-dire une donnée qui peut prendre que deux valeurs, vrai, faux, 1 ou 0, en fait. Comment est-ce qu'on faisait en C? On utilisait un entier. Voilà, on utilisait un type entier. Le mieux, c'est d'utiliser le char, quand même, qui occupe qu'un octet. Et donc, effectivement, voilà, on déclarait un entier, puis on stockait dedans les valeurs 0 ou 1. Donc, mais du coup, comment dire, l'emplacement minimum qu'il fallait réserver, c'était quand même un octet. Alors, qu'est-ce qui se passe là quand vous allez déclarer, donc il y a un nouveau type maintenant, type bool. Qu'est-ce qui se passe quand vous déclarez donc une variable de type booléen en C++ au niveau mémoire, à votre avis? De quelle quantité mémoire on a besoin pour stocker un booléen? Un bit. Un bit uniquement. Alors, quand on déclare une variable de type booléen, qu'est-ce que vous pensez qui est réservé en mémoire? 2 bits. 2 bits? Pourquoi 2? Soit 0, soit 1. Non, alors, donc non, attention. Un bit peut prendre deux valeurs. Il y a du courant ou il n'y en a pas, 1 ou 0. Donc, si on a deux informations à stocker, un bit suffit. Mais attention, en fait, on vous l'a un peu expliqué l'année dernière, la taille minimale des emplacements mémoire qu'on peut réserver, c'est l'octet. On ne peut pas réserver des demi-octets, des tiers d'octets. Donc, quand vous allez déclarer une variable de type booléen, en fait, il y a un octet qui sera réservé. Donc, en fait, on n'y gagne pas. On n'y gagne pas par rapport à ce qu'on faisait en C. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. En fait, on n'y gagne pas si on fait juste si on se contente de déclarer des variables comme ça, séparément les unes des autres. Là où ça va devenir intéressant, je ne sais pas si M. Didler vous en a parlé, c'est quand on va travailler, par exemple, sur des vecteurs de booléens, des tableaux de booléens, si vous voulez. Là, du coup, si j'ai 10 booléens à stocker, eh bien là, en fait, seulement 2 octets seront réservés. Pourquoi 2? Parce que un octet 8 bits, ça me permet de stocker 8 booléens. Et puis, il en faut 2 de plus. Comme je ne peux pas séparer mes octets, du coup, il me faut 2 octets. Donc là où ça va devenir intéressant et là où il y aura vraiment un gain de mémoire, c'est quand on travaillera sur des suites de booléens, en fait. Et là, du coup, il y a un processus d'optimisation qui sera mis en place pour que le minimum nécessaire soit réservé en arrondissant à l'octet du dessus. Et donc là, effectivement, certains de nos booléens seront bien stockés uniquement que sur... nos booléens seront bien stockés que sur un bit. Quand vous déclarez juste une variable comme ça, non. On ne réserve pas des portions d'octets, en fait. Voilà, il est quand même conscience de ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans le 201 ? Écrivez un programme qui autorise l'accès à un utilisateur dont le login mot de passe est correct. Bon. Alors, sinon, je parle, mais vous continuez évidemment à avancer, à coder et puis à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, sur cet exercice, a priori, vu qu'en cours, vous n'avez pas encore vu comment créer une classe, déclarer et définir une classe et puis l'utiliser ensuite pour créer des objets, vous ne l'avez pas encore fait en cours. Donc, ce qu'on vous demande de faire là, c'est pas en créant, c'est pas selon une approche objet, donc c'est vraiment un programme classique. Vous avez donc 2 chaînes de caractères constantes qui sont fixées dans votre code, qui représentent un login et un mot de passe. Vous faites saisir des chaînes à l'utilisateur. Vous vérifiez qu'elles sont bien égales aux chaînes constantes qu'il y a dans le programme. Et puis, si c'est le cas, il y a le booléen qui passe à accès autorisé, donc à 1 par exemple. Et voilà. Ça pourrait être intéressant de faire cet exercice avec une approche objet. En disant qu'en fait, on a une classe, donc je ne sais pas, utilisateur, parce que c'est annoncé. On a une classe utilisateur. Un utilisateur, il est caractérisé par un login, un mot de passe d'ailleurs, et éventuellement d'autres informations. C'est les informations minimum en général. Et donc, on a des méthodes dans cette classe, vérifier mot de passe, éventuellement changer mot de passe, etc., etc. C'est pas ce qui est demandé là, mais ça peut être intéressant s'il y en a, dès que vous avez fait le prochain cours ou qui sont déjà avancés dans le cours, que vous fassiez les deux. L'approche fonctionnelle comme on le ferait en C, et puis après dire mais non, en fait, si je faisais une classe utilisateur, et donc l'approche objet. Bon, c'est pas, je sais que vous n'en êtes pas encore là au niveau du cours, donc c'est pas demandé, mais ayez conscience de ça. Tiens, d'ailleurs, je vais du coup ouvrir un petit PowerPoint là pour bien marquer ça. Je vous dis. Donc, allez-y, je vous laisse démarrer le 201 et m'interrompre si vous avez des questions. Madame ? Oui. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait dans le 201, c'est que j'ai fixé un mot de passe fixe
Et je sais pas si, enfin, c'était pas précisé dans l'énoncé, mais du coup, il fallait fixer un mot de passe fixe ou faire rentrer un mot de passe à l'utilisateur et après le laisser se loguer. Ah, vous voulez dire qu'il y aurait une première saisie d'un mot de passe et après. Ouais, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un propre mot de passe et après, j'ai fait une page de login. Oui, mais donc, mais là, vous me dites que vous l'avez fixé dans le code, donc vous avez fixé un mot de passe dans le code. J'ai fait accès à un mot de passe, mais que j'ai écrit dans le code. Ouais, bah oui. C'est comme ça. Vous avez un std2.2.string égale Toto, quoi. J'ai pas fait égal, moi j'ai mis des parenthèses. D'accord, vous avez utilisé le constructeur de la classe string. Parenthèse, dans les parenthèses, entre guillemets, et le mot de passe que vous avez fixé. Ouais. Et après, j'ai fait un string mot de passe que lui, par contre, j'ai fait remplir par l'utilisateur. Oui, c'est ça. Okay. A priori, c'est ce qui est demandé. Alors, comment ça se passerait en pratique? Parce que c'est vrai que là, du coup, on voit pas trop le but. Hein. En pratique, les logins et les mots de passe des utilisateurs, ils sont stockés dans des bases de données. Au minimum dans des fichiers, si vous voulez. Voilà. Donc, en pratique, une application comme ça qui nécessite une connexion en fait d'un utilisateur, ça veut dire que sur le serveur, etc., sur l'ordi, en général, c'est sur des serveurs. Donc, il y a des fichiers, des bases de données dans lesquelles sont stockées ces informations. Et donc, quand l'utilisateur se connecte, il saisit son login, son mot de passe, c'est envoyé donc sur le serveur qui va chercher dans la base de données le login qui a été tapé, qui regarde si le mot de passe qui est stocké avec correspond, etc. Hein. Donc, si on voulait simuler ça, en fait, il faudrait au moins qu'on fasse une lecture fichier. Hein, qu'on ait un fichier où il y a des logins et des mots de passe associés qui soient stockés. Comme vous n'avez pas encore vu les fichiers, on n'en est pas là, contentez-vous de fixer effectivement le login et le mot de passe dans le code. Hein, sous forme c'est des chaînes constantes en fait. Voilà, donc comme vous avez fait. Mais voilà, pour tout le monde, ayez conscience qu'en pratique, pour que ce soit un peu réaliste, il faudrait au moins une ouverture et une lecture d'un fichier pour aller chercher les logins et les mots de passe associés. OK? Alors, attendez, je vais marquer tout ça. Pourquoi est-ce que ça sert? Donc là, je vais faire quoi? Donc, très bien. Alors, ceci dit, oui, c'est très bien. Mais est-ce que... TDTP... Format. C'est vrai que je vous ai dit, je ne sais pas justement dans quelle mesure, parce que vous n'avez pas encore parlé des constructeurs. Donc, quand vous me dites pour les autres, voilà, je réponds là à l'étudiant qui vient de me parler. Les autres, je ne sais pas si vous suivez ce que je vais dire. Effectivement, les chaînes étant stockées dans des objets, instance de la classe string, eh bien, pour créer en mémoire une chaîne, normalement, on fait appel à un des constructeurs. Et donc, effectivement, c'est entre parenthèses et on passe en paramètre ce qu'il faut au constructeur pour créer et initialiser correctement l'objet. Bon, je ne suis pas sûre que vous ayez vu ça en cours. Donc, si vous n'avez pas vu ça en cours, vous pouvez faire comme c'est, je crois, d'ailleurs, dans ce cours-là de M. Didler, tout simplement une initialisation avec égal. Ça marche aussi pour les chaînes de caractères. Pour les chaînes de caractères, pas pour tous les objets, attention. Je vais vous montrer ça. TD2. OK. Hop. Et du coup, je peux tout effacer. C'est pour avoir le même format que j'ai fait ça en fait. Hop. Donc, là c'est mon main. Donc, vous allez voir dans ce TD, on a vu. Donc,
Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a pas de son, il n'y a plus rien là? Bah, je crois qu'elle a dû bugger, en tout cas, elle est plus là. Ouais, je crois qu'elle est plus là. Hein. J'ai été déconnectée en fait parce que je suis toujours en partage 4G. Hein, j'ai toujours pas la fibre réparée et donc là la box 4G a lâché. Bon, ça va si vous m'entendez là. Je refais le partage d'écran. Du coup, il y a eu une sorte d'alarme bizarre. C'était très bizarre. Hein. Bon, alors hop, bureau. On est bon. Ouais, j'avais pris la capture d'écran, mais comme j'ai compris ce que c'était, j'ai pas besoin. C'était un problème tout simplement de connexion. Ok. Alors, vous continuez hein, donc sur le 201. Moi, je prends juste des petites notes de ce qu'on fait et puis comme ça vous permet de récapituler. Hein. Donc, le type boule, donc boule. Je marque là. Et donc, je rappelais sur cet exercice, donc, effectivement, et ok, bien. Donc pour cet exercice, sinon, donc effectivement, hein, et puis donc là il y a les chaînes aussi. Donc, vous allez manipuler forcément des chaînes de caractères, ainsi que dans l'exercice suivant en fait. Alors allez-y, je vais proposer une correction, mais j'aimerais bien voilà, vous avancez un peu tout seul. Hein. Donc. Donc, utilisation pour les chaînes de caractères de la classe string. Donc, on ne va plus, pour manipuler une chaîne, déclarer un tableau de caractères. On va déclarer un objet de type string. Et vous allez voir, tiens, je vais vous montrer ça d'ailleurs dès maintenant. Bon, même si ce TP, encore une fois, n'utilise pas beaucoup d'objets à part cela. Je vais vous montrer ça. Il faut absolument que vous preniez l'habitude, quand on travaille en objet, bon, je formaterai bien tout ça après, d'aller sur des sites de référence, en fait. Hein, donc, vous allez petit à petit apprendre à utiliser de plus en plus de classes de la librairie standard. Et ces classes possèdent en général beaucoup de méthodes. On va voir en plus loin qu'avec la possibilité de surdéfinir, hein, on va avoir plusieurs méthodes pour construire les objets, plusieurs méthodes éventuellement pour faire des choses quasiment identiques, etc. Vous n'allez pas retenir le nom de toutes ces méthodes, de tous ces sous-programmes par cœur, si vous voulez. Hein. Donc, il faut vraiment que vous preniez l'habitude d'aller vous documenter. Donc, il y a le site c++.com qui est pas mal. Hein, moi, je trouve qu'il est bien. Donc, voilà. Donc, typiquement, regardez, je vais taper c++, tiens, upstring directement. Ça va m'envoyer directement sur la page. Mais après, vous pouvez faire vos recherches et naviguer. Hein. Et donc, je vous montre ça. Vous m'entendez toujours, hein? Oui. C'est quoi? Mince. Attendez, ça c'est parce que c'est ma airbox là. Je sais pas ce qu'il me fait avec ça. Hop. Ok. Je sais pas pourquoi il me fait ça. 2 secondes. Je vais vous. Ok. Je sais pas pourquoi de temps en temps il me renvoie sur mon truc de airbox. C'est pas ce que je veux, hein, mais bon. Je vais y arriver. Tout à l'heure, ça m'a fait ça, puis je m'en suis débarrassée au bout d'un moment. Ouais, ça marche. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Voilà. Donc, typiquement, ça, c'est un site que je trouve pas mal.
Et donc, regardez, si vous cherchez donc une classe, donc là, la classe string, hop, eh bien, vous avez donc une page, même plusieurs, d'informations sur cette classe. Donc, c'est comme, je vous rappelle, la classe, c'est comme un type structuré, mais avec en plus des sous-programmes à l'intérieur. Et on va demander à des objets de type string, donc à nos chaînes de caractères, d'exécuter une de ces méthodes, en fait. C'est aux objets. C'est les objets qui vont être chargés d'appeler une des méthodes de leur classe pour exécuter un traitement et faire un traitement à la limite sur eux-mêmes, etc. Bon, bref, ça c'est le cours suivant, on va y aller petit à petit. Et donc, regardez, vous avez une description de cette classe et là, de toutes les méthodes, en fait, dont vous disposez, c'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer aux objets instances de cette classe. Donc, la notion de constructeur, destructeur, vous ne l'avez pas encore vu, donc on y reviendra. Les itérateurs, c'est pour parcourir dès qu'on a des listes. Donc, une chaîne de caractères, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on a un type chaîne que c'est magique. Derrière, il y a toujours un tableau de caractères, un vecteur de caractères. Je ne sais même pas d'ailleurs comment c'est si c'est un. Oui, je pense que c'est un vecteur. Il y a une collection de caractères en tout cas. Et donc, cette collection, donc cette suite de caractères, pour la parcourir, il y a différentes manières de faire. On peut utiliser des itérateurs. Vous n'avez même pas besoin de ça. En fait, les opérateurs crochets sont surchargés, sont redéfinis pour le type string. Et donc, pour accéder au caractère d'indice i d'une chaîne, il suffit de faire chaîne crochet i. Ça marche aussi. Donc là, vous n'allez même pas avoir besoin de ça. Là, dans cet exercice de 100, en fait, vous allez devoir donc juste créer des chaînes, permettre de saisir des chaînes et puis comparer des chaînes. Alors, sachez que l'opérateur, alors est-ce qu'ils sont marqués là pour concaténer, non, c'est pas marqué là, mais l'opérateur égal, comment ça se passait en C si je déclarais deux chaînes, donc un char tab crochet, un char tab 1 crochet 10, char tab 2 crochet 10, je mettais des chaînes dedans. Et si je faisais if tab 1 égal tab 2, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une erreur. Ça compilait pas. Ah bon, ça compilait pas? Bon. Si, ça compilait, mais ça marchait pas. En fait, je vous rappelle donc que quand on manipule des tableaux, le nom d'un tableau désigne un pointeur constant sur son premier élément. C'est toujours vrai quand c'est juste un tableau en C++. Et donc, en fait, quand on faisait if tab 1 égal tab 2, on comparait les pointeurs, on comparait les adresses des chaînes. Donc, en fait, c'était jamais égal, a priori. Donc, on ne comparait pas le contenu, on ne comparait pas la suite de caractères, mais on comparait les adresses mémoire. Donc, on vous a bien expliqué l'année dernière que pour comparer deux chaînes, il fallait utiliser la fonction... Il fallait utiliser une fonction de la librairie string.h, strcmp, souvenez-vous. On passait en paramètre les deux chaînes, ça retournait 0 si elles étaient identiques, moins 1 si la première était avant la deuxième dans l'ordre du dictionnaire, plus 1 sinon. Alors, il faut savoir qu'en C++, par contre, l'opérateur égal est surchargé pour pouvoir comparer correctement deux chaînes de caractères. En fait, c'est la redéfinition d'opérateur. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé un petit peu avec M. Didler. En tout cas, bon, de toute façon, vous le verrez plus tard. Mais on voit à l'exercice ici 205, on voit la surcharge de fonctions. Et c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir redéfinir ce que fait un opérateur selon le type des variables en fait auxquelles il est appliqué. Et donc l'opérateur égal a été redéfini pour le type string, s'il est appliqué à des objets instances de la classe string. Et bien du coup, il ne fait pas que comparer les adresses mémoire des objets, il va bien effectivement aller parcourir la suite de caractères qu'ils contiennent pour vérifier que c'est le contenu qui est identique. Donc, vous pouvez comparer des chaînes avec égal en C++. Je disais tout ça pour ça. Bon, sinon, donc là, pour cet exercice, vous avez juste besoin de ça, mais du coup, j'avance là pour ceux qui sont déjà au 202. Eh bien, dans le 202, typiquement, vous allez pouvoir utiliser des méthodes de cette classe-là, que je vous montre là sur le site cplus.com. Donc, typiquement, pour calculer la taille d'une chaîne, regardez, vous avez deux méthodes qui fonctionnent. La méthode size ou la méthode length, elles font la même chose en fait. Ça retourne donc la taille, c'est le nombre de caractères que contient la chaîne. Vous avez la méthode erase, mon anglais est nul, bon, vous le savez déjà pour ceux qui me connaissent. Voilà, erase ici, là. Hop, donc cette méthode-là, qui va permettre de supprimer un caractère dans une chaîne. Donc là, c'est le petit 4 de l'exercice 202, vous avez à faire ça. Alors attention alors regardez, c'est ça qui est intéressant sur ce site, j'en profite pour vous montrer, regardez, je clique par exemple sur cette fonction erase, hop, ça m'ouvre encore une nouvelle page avec de nouvelles informations.
comment fonctionne cette méthode de suppression qui est codée dans la classe chaîne, dans la classe string, qui est déjà codée. Alors en fait, c'est la surcharge de fonction. Elle est définie de 3 manières différentes. Vous allez utiliser la première manière. Et en fait, là, ce que ça fait, c'est que ça va supprimer. Vous devez indiquer en fait pour la suppression, donc la position, l'indice du caractère que vous souhaitez supprimer, et en fait un nombre de caractères ensuite qui peuvent être supprimés après. Vous indiquez en fait le point de départ de la suppression des caractères, et puis ensuite la longueur. Donc si vous voulez en supprimer qu'un, vous mettez 1. Bon, ça c'est l'exercice 202, mais donc c'est pour ceux qui éventuellement iraient plus vite. Sur l'exercice 202, vous allez vouloir également concaténer, donc mettre à la suite 2 chaînes de caractères. Eh bien, donc là, vous voyez, c'est indiqué ça, que l'opérateur plus permet de concaténer des chaînes. Vous allez faire chaîne 1 plus chaîne 2. Chaîne 3 égale chaîne 1 plus chaîne 2, ça marche. Dans chaîne 3, il y aura la chaîne 1 suivie de la chaîne 2. En C, on ne pouvait pas faire ça. Il n'y a pas la surcharge d'opérateur en C. Plus en C ne s'applique qu'à des valeurs numériques et fait une addition. Là, on a redéfini l'opérateur plus quand, en fait, les 2 opérandes qui sont de chaque côté de l'opérateur sont de type chaîne. Du coup, c'est un autre sous-programme qui est appelé, c'est une autre méthode, ce n'est pas une addition, et qui permet de mettre à la suite les chaînes, et qui retourne donc la chaîne contenue, le résultat, c'est la chaîne qui contient donc les 2 opérandes mises à la suite. Bon. Donc voilà, pour le décalage, ça va être à vous de le coder quand même. Voilà, comptez le nombre de voyelles, le petit 3, le petit 6, là vous le codez, c'est commencé en fait, vous accédez aux éléments de la chaîne par des crochets, pour les consulter, crochet I, et voilà. Donc voilà, bon. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà terminé là, les 201 et 202? Oui. Oui, donc vous en êtes. Alors pour ceux qui n'ont pas terminé, vous continuez. Pour ceux qui en sont plus loin, vous en êtes où? Vous avez tout fini ou pas peut-être? Ou est-ce que vous avez des questions sur la suite pour que je vous laisse pas bloquer quoi? Là, je suis sur le 205 et en fait, ma console, elle veut pas s'afficher. Enfin, il n'y a rien qui se passe. Alors que ça marchait, j'ai changé un truc et ça veut plus. Genre, ça mais faudrait que je sache ce que vous avez changé. Alors attendez, je vais ouvrir Teams. Du coup, on va essayer de faire un partage d'écran, que vous me partagiez, que vous nous partagiez à tous votre écran. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors attendez. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Il faut que je fasse arrêter le partage, ouvrir le bac à partage. Alors qu'est-ce que je peux faire là? Je l'avais vu l'autre fois. J'ai suivi une vidéo de formation à Teams, j'ai déjà oublié. Non, c'est pas par là. Donc, je pense que c'est par là. Autre action. Mince, Vous voyez pas mon écran là? J'ai mis partager, je sais pas si... Si, je vois votre écran, super. C'est vous qui décidez en fait. Ah non, j'ai demandé le contrôle. Donc attendez. Ça c'est étonnant, parce que sous Zoom, c'est moi qui pouvais autoriser à ce que vous partagiez l'écran. Vous voyez, là, vous pouvez le partager comme ça. Bon, pourquoi pas, très bien. Alors, du coup, par contre, je ne vois pas assez bien. Il faudrait que vous regrossissiez un petit peu. Donc, très bien. Pourquoi est-ce que vous avez des tableaux, là? C'est quoi? C'est pour mettre mes nombres, mais je ne sais pas si... Ah oui, d'accord. Plutôt que de passer 3 nombres, vous passez un tableau de 3. Ouais, ok, mais du coup, vous ne pourrez pas faire la deuxième partie de l'exercice, qui est le paramétrage par défaut. Donc, bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, déjà, regardons là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça marchait, ça marche plus? Là, je compile. Ouais. Là, il ne fait plus rien. Il dit qu'il n'y a pas de modif. Là. Je fais rien. Ah, non, c'est pas qu'il fait rien, c'est que... Là, il tourne en boucle. Faites voir le début du main. Pourquoi il fait ça? Il est où ce début du main? Parce que, regardez, vous n'avez pas d'affichage. Il attend que vous saisissiez quelque chose. Regardez, vous avez un CIN saisi là. Oui. Il attend que vous saisissiez quelque chose. Ok. Oui, j'ai passé ça, que j'avais dû changer. Et il est après le menu. Ouais, c'est ça, vous avez fait un petit menu. Donc là, normalement, c'est bon. Ok, oui, c'est bon. Ok. Donc, du coup, je vais quand même regarder vite fait votre code pour vous faire une petite remarque éventuelle. Je regarde. Donc, voilà. Donc, effectivement, le principe, pour ceux qui en sont là, et alors, c'est quand même super puissant. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que là, on va pouvoir, vous ne pouviez pas faire ça en C, et ça avait des conséquences sur le travail en équipe en particulier. Vous allez pouvoir donner le même nom à des sous-programmes
pour peu qu'ils aient juste un prototype différent, c'est-à-dire que la liste des paramètres ou le type des paramètres qu'ils reçoivent soit différent. Bon, il faut quand même ça, parce qu'effectivement, si c'est juste des sous-programmes, il faut qu'ils sachent quand même lequel appeler. Et donc, vous voyez, c'est vrai que c'était pas possible en C, alors que ça, on aurait pu l'imaginer dès le langage C1, sans l'approche objet. L'idée, c'est que du coup, puisque les paramètres sont pas de même type ou qu'il n'y a pas le même nombre de paramètres, eh bien, on va pouvoir savoir quel sous-programme appeler. Donc là, typiquement, si vous appelez... Alors, l'exemple n'est pas hyper bien trouvé, je vous avoue, parce que en fait, pour les paramétrages par défaut, parce qu'un entier est un réel, bon, bref. Mais, donc, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. J'ai deux sous-programmes qui s'appellent find_min. Lequel est appelé? Si ce qui est donné en paramètres, c'est de type entier, c'est le premier. Si c'est de type réel, c'est le deuxième. Le choix se fait en fonction du type et du nombre de paramètres donnés. Alors, c'est assez fort parce que, vous voyez que déjà, quand on code à plusieurs, ça évite les conflits du genre « Ah non, tu as appelé ta fonction f, mais moi aussi, on fusionne les codes, il y a deux fonctions f, multiples définitions aux fonctions, ça ne marche pas. » Bon, mais ceci dit, il faut quand même que les listes de paramètres soient différentes. Et là où ça va être beaucoup plus puissant, c'est quand on va intégrer ça à l'approche objet. Et donc, quand on va travailler sur des méthodes. Donc, comme je vous ai montré là dans la classe string, la classe string possède ses propres sous-programmes, ses propres méthodes. Et quand on travaille en objet, on va dire chaîne, point, par exemple, erase. On va demander à la chaîne d'exécuter sa méthode de suppression pour supprimer un de ses caractères. Bon, vous allez le voir au prochain TD ou même dans celui-là. Et du coup, regardez, ça va être possible carrément que dans des classes différentes, des méthodes, des sous-programmes, aient le même nom et exactement le même prototype. Il n'y aura pas de problème. Parce que de toute façon, quand on appelle une méthode, on passe par un objet. C'est objet, c'est un objet, une variable, point, nom de la méthode. En fonction du type de l'objet, on sait dans quelle classe il faut aller chercher le sous-programme, il faut aller chercher la méthode. Donc, du coup, je peux avoir carrément des méthodes qui ont exactement le même nom, exactement le même prototype dans des classes différentes. Ça pose aucun souci. Ça, ce n'était pas du tout possible de l'envisager en C. Puisque voilà, il n'y avait pas cette démarche objet. Et là, ça ouvre des portes. Ça ouvre beaucoup de portes, parce que vous voyez que quand on travaille sur des gros projets en équipe, évidemment, quand on se répartit les tâches, chaque programmeur, chaque développeur code ses propres classes. Et il n'a pas du tout à se préoccuper du nom que donnent les autres programmeurs à leurs sous-programmes, à leurs variables, à leurs machins. Il n'a pas à s'en préoccuper, peu importe, il n'y aura pas de conflit. Quand on appellera une méthode, de toute façon, on indiquera un nom d'objet, point, nom de la méthode. Et le type de l'objet nous dira dans quelle classe il faut aller chercher la méthode. Vous voyez ce que je veux dire? Allô? Allez, je vous ai perdu. Oui. Bon, bref, on va voir ça petit à petit. Mais là, cet exercice 205, il aborde quand même une question du C++ qui est puissante, qui vraiment, voilà, où là, on commence à voir tout l'intérêt de l'approche objet. Parce que l'idée de l'approche objet, c'est pas juste changer la manière de faire, on passe plus les objets en paramètres, mais on demande aux objets d'exécuter une de leurs méthodes, etc. C'est qu'en faisant ça, c'est plus mon sous-programme entre parenthèses, mes données, c'est mes données point mon sous-programme, ça peut sembler idiot, mais en fait, en faisant ça, ça ouvre des portes, ça ouvre des possibilités de programmation complètement nouvelles et assez puissantes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bref, donc je suis partie dans mon délire là, mais pour en revenir à votre code, donc ça va, c'est bien. Attention que vous voyez que dans l'exercice 205, il y a surcharge de fonctions et paramètres par défaut. Et si vous le faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir indiquer les paramètres par défaut. Ça, c'est aussi une nouveauté. Il y a une nouveauté, donc je vous laisse revoir le cours, puis je vais y arriver, je vais coder un peu après. Il y a une nouveauté en C++, c'est qu'on peut indiquer que si, qu'on n'a pas imaginé, j'ai un sous-programme, donc je prévois de lui envoyer 3 paramètres. Et puis si finalement je lui en envoie que 2, c'est possible si j'ai indiqué que le 3e avait une valeur par défaut. En gros, ce qu'on va faire, je vais être un peu concrète là parce que je fais que parler, mais en gros, juste pour vous montrer, puis je vais le coder après. Mais en gros, on va faire ça. On va indiquer dans du code. Bon, je pourrais le mettre sous code bloc, je suis bête, mais enfin, peu importe. Oui. On voit pas void. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez. Ah mince, vous voyez plus l'écran puisque ouais, c'était le vôtre. Oui. C'était le vôtre. Alors attendez, ouvrez le bac à partage. Hop, partage du bureau. Là, vous le voyez. En gros, juste pour vous montrer. Donc je le fais ici. Vous allez déclarer un sous-programme, par exemple F.
dire que par exemple, il reçoit voilà, 2 entiers. Et éventuellement un troisième. Et si jamais il n'y a pas de troisième, bah, par défaut, le troisième, je considère qu'il a la valeur 0. Ça, c'est nouveau. Hein. On ne pouvait pas faire ça en C. Donc, bon, l'intérêt de ça est... oui, c'est quand même, ça facilite la programmation. C'est pas quelque chose qui va ouvrir forcément des portes incroyables, ça, hein, pour le coup, mais enfin bon, ça peut être intéressant dans certains cas. Hein. Ça évite éventuellement de faire des tas de tests, etc. Donc à l'intérieur, en amont de l'appel des sous-programmes, etc. Donc là, typiquement, ce sous-programme, hein, bah, je pourrais l'appeler. Les deux marcheront. Si je fais F dans mon code, là, attention, je code n'importe comment. Là, c'est juste pour montrer. Si je fais F, donc 3, 2, 5, bon bah c'est bien. A prendra la valeur 3, B prendra la valeur 2, C prendra la valeur 5 dans mon sous-programme et ça exécute ces valeurs. Si par contre j'appelle mon sous-programme en mettant F, 3, 2, il n'y a pas de souci. J'ai le droit d'appeler mon sous-programme comme ça, en lui indiquant que 2 paramètres. Dans ce cas-là, donc A prendra la valeur 3, B prendra la valeur 2 et C prendra la valeur 0, la valeur par défaut. Voilà. Donc c'est le principe donc des paramètres par défaut. Et malheureusement, dans le code que vous venez de montrer, là, en passant des tableaux d'entiers ou de flotants, ce qui était une bonne idée en soi, hein, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Hein. Donc vous allez le reprendre pour pouvoir mettre ça en place. OK ? OK. Donc très bien. Alors, on en était où pour les autres ? Donc il y en a qui sont plus loin et qui ont des questions sur des exercices qui sont après ? Moi, c'est le 105 aussi. Le 205, alors c'est quoi, vous, le problème ? En fait, c'est que moi, je passe pas par des tableaux. Et je suis obligé dans les fonctions, j'ai 2 fonctions find_me et il y en a une où je suis obligé de mettre B et C. Enfin, je mets A, B et ça marche pas pour les 2 fonctions. Donc, on va faire un partage d'écran pareil. Partagez-moi votre écran. Hein. Ok, mais comme je suis sur un autre ordi parce que j'ai des problèmes, je vais me reconnecter. Donc. Ok. Parce que je vois pas pourquoi. Il faut que je vois votre code là. Attendez, du coup, moi, si je vais chercher une rallonge là pour brancher quelque chose, j'arrive. Allô ? Ouais, oui. Alors je sais pas comment partager. Bah, je sais pas, votre camarade, elle a réussi. Alors, attendez, comment... c'est le petit rectangle avec la petite flèche. Et après, il y a screen #1, je crois. Ce qui est étonnant, c'est que, voilà, vous n'avez pas besoin de le demander. Enfin bon. Ok, très bien. Ok, alors... Du coup, là, je suis obligé de mettre un double B, C et D. Parce que si je... je vous laisse regarder. Ouais, mais ça m'a l'air bien. Quel est le problème ? Le truc, c'est que là, vous... Mais si je mets les mêmes paramètres... Regarde. Ça va planter. Hein ? Alors, ouais, mais il faut que vous changiez en bas aussi. Parce qu'en bas, là, il y a un CD, là. Return CD. Pourquoi ça planterait ? Attendez, je vois pas, là. Vous allez me montrer au niveau de l'appel. Donc là, ce que vous avez changé, c'est ouais, ok. Du coup, et là, ça va planter normalement. Oui, non, mais là, c'est normal, parce que là, vous déclarez des variables qui ont le même nom. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous ne pouvez pas déclarer une variable A de type int et puis une deuxième variable qui s'appelle aussi A de type double, hein, par contre, là. Donc, non, en fait, peu importe le nom que vous donnez à vos paramètres dans un sous-programme, vous avez tout à fait le droit de coder vos 2 sous-programmes en donnant le même nom aux paramètres. Par contre, là, il vous faut des variables de noms différents. Donc, c'est que dans le main que vous devez déclarer double C, double D.
Ah d'accord, mais en faisant double... Attendez. Ah, ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste là. Et puis quand vous appelez du coup le... Voilà. Allez-y. Hein. Donc il y a un petit warning, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est sur autre chose. Bah, elle est où la console? Vous la voyez pas? Non, je vois pas la console. Ah bah vous avez peut-être fait un partage que de code bloc. Sûrement, mais pour le coup, ça marche. Donc, merci beaucoup. Non, bah, donc retenez juste, hein, peu importe les noms qu'on donne aux paramètres dans les sous-programmes, parce que de toute façon, ce qu'on leur envoie, ce sera copié dedans et voilà. Mais par contre, vous ne pouvez pas évidemment déclarer des variables, plusieurs variables de même nom. D'accord. Enfin, ouais, c'est plus de différents types, ça marche pas pour le coup. D'accord. Non, mais même de même type. Si vous déclarez 2 fois int a, il va vous dire multiple définitions de variables, hein, il ne veut pas. Hein. Okay, puisque quand vous déclarez une variable, en fait, vous réservez un emplacement mémoire et vous lui donnez un nom. Donc, si vous avez plusieurs emplacements mémoire qui ont le même nom, il ne sait plus où aller mettre les données, où aller les chercher. Hein. Okay. Donc là, vraiment, les noms de variables, ça doit être unique. D'accord. Bon, très bien. Alors, où est-ce qu'on a... Donc, les autres, pareil. Hein, ceux qui sont en avance et qui n'ont pas... qui ont des questions, bah, vous me les posez tout de suite hein, pour ne pas bloquer. Allô? Oula, j'ai un retour de son là, bizarre. Alors. Bon, est-ce que tout le monde, là, j'ai besoin que tout le monde me réponde. Est-ce qu'il y en a qui sont encore, qui bloquent, qui ont du mal, je vais vous projeter une correction, sur le 201? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous bloque? Je sais pas comment on utilise le booléen. J'arrive pas à comprendre juste comment on s'en sert. Ah bah, vous déclarez une variable de type bool. Hein, je vais vous le projeter celui-là. Vous déclarez une variable de type bool et dedans vous mettez soit la valeur false, F-A-S-E, hein, en fait, donc c'est une constante prédéfinie hein, qui vaut 0, soit la valeur true. Hop, je vous projette pour que vous avanciez. Hein, si vous bloquez encore là-dessus, bon, c'est une version. Voilà. Donc là, bon, là, voilà. Donc on déclare une variable de type bool, hein, c'est ça le nom du type. On voit pas votre écran. Et... Ah mince, à chaque fois, putain, faut que j'y repense à chaque fois. Hop, alors attendez. Hop. Partage du bureau. Voilà. Donc c'est ici. Hein. Donc, j'enlève ça. Donc voilà, c'est le type qui s'appelle bool. Hein. Bool. Et donc, les valeurs qu'on met dedans, hein, c'est 0 ou 1. Hein. Et il y a des constantes prédéfinies, false et true, qui correspondent à 0 et à 1. Donc, vous mettez soit la valeur false, soit la valeur true. Donc là, typiquement, cette ligne-là, c'est déclaration et initialisation. Donc, initialisation, donc à faux. Valeur, en fait, hein, derrière, c'est la valeur 0. OK. On n'était pas obligé d'initialiser ici. Hein. Donc, là, j'ai la déclaration donc, de 2 chaînes de caractères. Donc, de 2 objets, en fait. Déclaration de 2 objets. String. En fait, c'est une classe. Donc, et ça va nous permettre de stocker des chaînes de caractères. Derrière, évidemment, il y a quand même un tableau hein, pour stocker les caractères. C'est pas magique. Mais c'est encapsulé. Vous avez parlé d'encapsulation, je pense, en cours. C'est encapsulé dans l'objet, c'est caché dans l'objet. Vous n'avez même pas besoin de vous en préoccuper. D'accord. Alors là, c'est la manière, donc, effectivement, de déclarer donc éventuellement un objet chaîne et de mettre donc une chaîne dedans. Donc là, j'ai mis les chaînes vides. Mais en fait, j'aurais pu mettre autre chose. Typiquement, donc je vais déclarer, je vais pas faire ça moi. Hop, ça me plaît pas là, comme ça. On aurait pu juste ne rien mettre comme ça. Oui, voilà, vous pouvez faire ça. Hein, un caractère. Et donc là, on déclare 2 objets chaînes et au début vide. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Hein. Et puis vous pouvez mettre quelque chose dedans après. Ou bien on peut effectivement déclarer donc login, on va dire enregistré. Hein.
puisqu'on a dit qu'on fixait un login dans le code, ce qui n'est pas très beau, on peut donc initialiser une chaîne lors de sa déclaration, un objet chaîne comme ça. Donc, sinon, imaginons que le login, ce soit, je ne sais pas moi, Juju. Voilà. Et puis, effectivement, votre camarade a raison tout à l'heure qui disait, comme c'est des objets, on peut utiliser la véritable approche objet, donc avec l'appel d'une méthode constructeur qui est définie dans la classe string et qui permet de créer et d'initialiser correctement un tel objet. Ça, c'est vraiment l'approche qu'on devra avoir pour tous les types d'objets. L'approche avec le égal ici, elle fonctionne que pour les chaînes de cette manière-là. Et donc, par exemple, pour le mot de passe, password, donc enregistré, je peux vous montrer ça en disant donc j'appelle le constructeur. Donc, normalement, c'est même des accolades en C++ 14. Parenthèses ou accolades, les deux vont fonctionner. Et je passe, donc c'est l'appel d'une méthode qu'on appelle constructeur, et je passe donc en paramètre ce qu'il faut pour correctement initialiser l'objet. Donc ici, le mot de passe enregistré, je ne sais pas moi, EGTH, je marque au pif. Hop. Les deux fonctionnent. Hop. Alors, ensuite, donc voilà. Alors après, vous pouviez interpréter un peu l'exo comme vous vouliez. Là, l'idée, c'est qu'il y avait une boucle. On permet de ressaisir plusieurs fois. Tant que ça ne marche pas, on permet de ressaisir. Vous auriez pu imaginer de dire qu'il y avait 3 tentatives. Et donc, voilà, on fait un faire tant que nombre de tentatives inférieur à 3, ou quelque chose comme ça. Donc là, on demande de rentrer le login. On le lit. Attention, c'est pas... Je n'ai même plus besoin de marquer ça. Ce n'est plus des printf et des scanf. Maintenant, vous savez le faire. C'est des cout et des cin. Donc, le cin fonctionne pour récupérer une chaîne de caractères. Attention que c'est des chaînes de caractères, du coup, sans espace. Cin, OK. Pour lire une chaîne sans espace. Ça s'arrête aux espaces. Si vous voulez lire une chaîne de caractères avec des espaces, en fait, il va falloir faire un getLine. Donc là, c'est un sous-programme pour le coup, getLine, qui permet de récupérer toute une chaîne. Mais si vous ne le voyez pas tout de suite pour l'instant, continuez à travailler avec les cin et cout. Je crois que vous l'avez dans votre cours, le getLine. Voilà, donc pareil pour le mot de passe. Et puis donc, on compare la chaîne login saisie avec donc, ma chaîne login enregistrée qui contient le login, et pareil pour le mot de passe. On peut donc utiliser l'opérateur égal, contrairement à ce qu'on faisait en C, puisqu'il est surchargé. Je ne reconnais pas. Pourquoi je l'ai fait comment ça? Password, si, pourtant. Putain. C. Est-ce qu'il ne veut pas? Est-ce qu'il ne l'a pas reconnu? J'en sais rien. Parce qu'il voulait que je mette des parenthèses. Peut-être que pour les chaînes, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Pour les chaînes, effectivement, je vais être obligée de mettre des parenthèses, non pas des accolades dans l'appel de mon constructeur. Bon, je vais corriger ça après. Donc voilà, et donc si c'est bon, donc encore une fois, normalement, on irait effectivement faire une ouverture de fichier, vérifier dans le fichier s'il y a bien login, si le mot de passe associé est bien celui qui a été saisi, etc. Là, on ne fait pas tout ça. Donc si c'est bon, si ce qui a été saisi correspond à ce qui a été enregistré, eh bien, dans le programme, on dit que l'accès est autorisé. On passe donc la variable booléenne ici à vrai. Voilà. Et donc, après, il y a des petits messages, effectivement. Voilà. Si la saisie n'était pas bonne, donc l'accès n'est pas autorisé. Donc, sinon, la variable access n'est pas vraie. Donc, en fait, c'est si access vaut false, ça affichera ces petits messages, etc. Et puis, quand on sort de la boucle, c'est que c'est bon. On a saisi le bon login et le bon mot de passe et ça affiche que, OK, l'accès est ouvert. C'est bon, des questions là-dessus? Alors, attendez, on va quand même compiler. Il est long. Il est très long. C'est bon. Hop. Et donc, si je saisis un login qui n'existe pas, ça ne marche pas. Si je saisis, donc je ne sais plus ce que j'ai mis, le bon login, mais avec un password
ça, qui n'est pas bon, ça marche pas. Et si je saisis le bon, hop, ça marche. Voilà. OK? D'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui ont encore des doutes sur cet exercice ou c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez juste dézoomer un petit peu parce que j'ai pas eu le temps de tout bien copier, s'il vous plaît? Après, encore une fois, c'est une correction possible. Dans l'énoncé, il n'y avait pas marqué qu'il fallait spécialement cette boucle, etc. Donc ça, vous adaptez. Mais là, l'intérêt, c'est vraiment voilà, de manipulation d'un type booléen. C'est tout simple. Il prend la valeur false ou true. Et surtout des chaînes de caractères. Je vais marquer d'autres petits commentaires ici. Madame, Oui. moi je comprends pas pourquoi il y a if différent de access. Moi, c'est juste, là, si je peux dire si la variable access vaut false, ça c'est pareil, c'est la même chose. Ah, ok. C'était access égale false. D'accord. C'est la même chose. Regardez, if, vous voulez quoi? Descendre un petit peu. Regardez, là, je teste en fait, c'est ce que vous compreniez, c'est qu'en fait, dans un if, en fait, ce qu'il faut, c'est une expression booléenne qui est soit vraie, soit fausse. Donc, effectivement, c'est une expression qui peut faire appel à des opérateurs de comparaison, mais ou pas. Quand je mets if not access, je teste la valeur de non access. Donc, si access est à false, non access, c'est la négation, est à vrai, donc le test est vrai. Donc, du coup, je passe dans le test. Voilà. Donc là, voilà, ce que je teste, c'est vraiment la négation de la valeur de la variable access. Ça revient au même, c'est la même chose que si je fais if access égale false. D'accord. Ok, merci. Donc pareil ici, pareil dans le while en fait. Ok. Bon, ensuite vous passez tous évidemment au 202. Et encore une fois, là je vous laisse avancer à votre rythme. Il y a quand même pas mal d'exos, donc il faudra pour la séance en présentiel que vous continuez vraiment à avancer pour qu'on puisse aller au bout, parce que là on prend notre temps. Enfin, je vous ai donné quand même déjà des pistes pour le 205. Donc là, sur le 202, je vous ai également donné des pistes tout à l'heure. Manipulation d'objets de type string. Vous venez de le faire un peu dans cet exercice. Donc là, vous allez coder comme C avec l'accès crochet I pour l'accès au caractère d'indice I. Et vous pouvez également faire appel, comme je l'ai dit, à des méthodes de la classe string. Je vous ai montré sur c++.com. Je l'ai plus ici. Donc voilà. Et donc, alors, ce qui est pas mal, regardez, quand même, je vous remontre un truc. C'est que là, regardez, si je clique sur size, comme je vous l'ai dit, donc il y a la description de cette méthode qui donc retourne la longueur d'une chaîne. Et à chaque fois, regardez, il y a un exemple. Regardez là. Vous avez la réponse directement à la question 1 de l'exercice 202. On a une chaîne de caractères. Donc là, attention, elle est déclarée et initialisée avec l'approche objet. Donc parenthèse ou maintenant accola dans C++14 pour appeler le constructeur. Bon, vous pouvez mettre égal, vous pouvez remplacer ici par str égale teststring, machin. Et regardez, vous voyez là quand je souligne, vous voyez le str.size. C'est ça l'approche objet. J'ai un objet str de type string. Je lui demande d'exécuter sa méthode size. La méthode size, elle me retourne la longueur. Ça veut dire que la méthode size, elle est déjà codée. Donc, avec la string, elle fait commencer. Elle parcourt le tableau de caractères de la chaîne avec un compteur. Voilà. Ou elle-même, d'ailleurs, fait un vecteur.size sur le vecteur qui contient les caractères. Mais enfin bon. Donc, elle compte le nombre de caractères qu'on a stocké dans l'objet et elle le retourne. Vous voyez la différence? strlen en C. strlen, on passait en paramètre la chaîne, le tableau. Là, non. Là, on demande à l'objet d'exécuter sa méthode. Automatiquement, la méthode, size, elle s'applique à l'objet qui l'appelle. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si j'ai une deuxième variable qui s'appelle str2, si je fais str2.size, ça demande donc à l'objet str2 d'exécuter sa méthode size. Automatiquement, la méthode, elle s'applique à l'objet qui l'appelle. Et elle va donc travailler sur la zone mémoire de l'objet et donc bien compter le nombre de caractères de l'objet qui l'appelle. Donc,
alors ça, vous allez en parler surtout au prochain cours, mais là, on est obligé de commencer à aborder un peu les thèmes objets avec les chaînes. Vous voyez que, premier intérêt tout bête, on décharge les paramètres. On va décharger complètement les paramètres de nos fonctions. Un objet exécute une de ces méthodes. La méthode s'applique sur l'objet, il n'y a plus besoin de le passer en paramètres. C'est implicite. Donc, ça va éviter éventuellement des passages de pointeurs, etc., puisque du coup, directement, la méthode, elle travaille sur l'objet, elle a accès aux attributs de l'objet, elle peut modifier les attributs de l'objet. Comme je l'ai dit, ça permet la surdéfinition de fonctions avec éventuellement exactement le même prototype. Si j'ai une autre classe, si j'ai une classe, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, plante, voilà, une classe plante, et que j'ai un objet de type plante P, et je fais P.size, ça va appeler la méthode size de la classe plante. C'est pas forcément la même méthode, elle n'est pas du tout codée peut-être de la même manière. Dans chaque classe, il y a une méthode qui est codée différemment, qui s'appelle size. Et il n'y a pas de problème, puisque je regarde le type de l'objet là qui est avant le point. Si c'est un objet de type string, je vais chercher la méthode dans la classe string. Si c'est un objet de type plante, je vais chercher la méthode dans la classe plante. C'est ce que je parlais tout à l'heure pour le 205. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez donc normalement démarrer sans difficulté avec ces éléments-là, le 200. Pourquoi merde, c'était charge mon truc. Bon du coup, attendez, je regarde là, puisque mon truc. Donc le 202. S'il vous plaît, essayez de me le faire. Donc avec un menu, et donc évidemment en sous-programme, on vous demande de répartir les sous-programmes. Enfin, pas de les répartir, de mettre tous les sous-programmes dans un seul fichier source pour fonction.cpp. J'en ai hier qui m'ont fait un fichier source par sous-programme. Non. Imaginez si dans la librairie du C l'année dernière, vous aviez scanf dans un point C avec son prototype dans un point H, et puis le printf dans un autre point C, prototype dans un autre point H. À la fin, vous vous retrouveriez à faire des centaines et des centaines d'includes à chaque fois. Non. On regroupe les fonctions par thème. Un seul fichier source pour toutes les fonctions qu'on pense faire partie du même thème, et puis on fait un header pour mettre les prototypes et pouvoir utiliser donc les fonctions de ce fichier source. Là, c'est comme pour l'instant, on fonctionne en fait comme en C là-dessus. Donc voilà, essayez de travailler en sous-programme et puis avec un menu, un petit retour au menu. Essayez de faire un programme un peu complet sur ce 202. Je vous laisse avancer là-dessus. Sur le 203, regardez votre cours. C'est tout bête, c'est juste que il y a plus pour l'allocation dynamique des tableaux en C++, c'est plus du malloc pour la libération, c'est plus du free, c'est plus du free, c'est du new et du delete. C'est comme vous regardez votre cours, là c'est une application toute bête du cours. Et puis pareil, du coup le tri, là on revient au C, vous allez coder un tri, les instructions pour coder un tri, des boucles test, c'est les mêmes qu'en C. Donc le 205, on en a déjà pas mal parlé. Et puis, de toute façon, le reste, je pense qu'on le fera en TP. Récursivité, la récursivité, ça fonctionne comme en C. Donc là, il n'y a pas de difficulté par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. Pareil ici. Là, c'est pour faire travailler sur les boucles. Là, comme on ne vous demande pas d'utiliser des vecteurs. Ah si, un vecteur V. Oui, mais pas la classe vecteur, vous ne l'avez pas vu. Non, c'est une matrice. On vous demande une matrice. Donc là, c'est du C. Là, il n'y a pas de notion de C++ là-dedans. Et si, il y a les entrées-sorties formatées. Donc là, regardez dans votre cours, ça va plus être tout simplement du Cout où il faut aller modifier le format standard, en fait. Donc voilà, bon, vous avancez là-dedans. Je vais proposer très rapidement également une correction pour le 202 et je pense le 203. Le 204, comme il n'y a rien de nouveau, je vous laisserai le faire chez vous. Et puis on va voir le 205. Je fais une pause 5 minutes. Vous faites les pauses que vous voulez. Je fais une pause 5 minutes, je vais boire un verre d'eau et je reviens. Préparez vos questions, du coup.
Ok, je suis là. Hop, je vois que. Simon est un. Ok, j'ai pas de questions particulières. N'hésitez pas quand même à poser des questions là par écrit si si vous en avez. Donc on revient sur notre exercice là, le 202. Donc File, New, Project. Alors qu'est-ce que je vais vous dire de plus sur le 202? S'il y a quand même des choses qu'il faut que je vous dise parce que donc je voudrais que vous le codiez évidemment, donc, comme je vous ai dit, en sous-programme. Okay. Et donc, il faut qu'on reparle un petit peu du problème du passage de paramètres. Je reprends l'énoncé à côté. Donc, si on code tout ça en sous-programme, alors, si on fait un sous-programme qui permet de saisir une chaîne, bon, c'est un peu idiot, là, on voit que pour ce genre de fonctionnalité, on pourrait le faire directement dans le mail, mais enfin, comme ça, vous allez pouvoir faire un menu. Donc, dans le programme final que je vous demande de faire pour le prochain TP, pensez à bien blinder également. On ne va pas pouvoir compter le nombre de voyelles d'une chaîne avant qu'elle ait été saisie, etc. Donc, gérez bien les possibilités de choix des options dans le menu, en gérant bien la saisie à chaque fois d'une chaîne avant. Donc, sous-programme qui permet de saisir si on fait un sous-programme pour la saisie d'une chaîne de caractères, attention, il y en a qui se sont fait piéger hier, pensez bien que c'est le même principe au niveau des passages de paramètres qu'en C. Passage par valeur. Si vous passez un objet de type string en paramètre, en fait, le sous-programme, il va recevoir une copie, il va travailler sur la copie. Quand vous allez revenir au main ou à l'appelant, il n'y aura rien dans l'objet, puisque c'est dans la copie qu'il y aura quelque chose qui a été mis. Donc, plusieurs possibilités. Soit on fait un passage par adresse, en utilisant des pointeurs, comme on sait. Soit on fait un passage par référence. C'est une nouveauté du C++, mais je crois que vous ne l'avez pas encore vu en cours. Est-ce que vous avez parlé du passage par référence en C++? Non, pas encore. Pas encore. Donc, vous le verrez, ou si vous voulez, vous pouvez vous avancer. En fait, c'est un passage par pointeur. C'est un passage par pointeur, mais qui est caché. Il va suffire, juste pour vous montrer, de déclarer un sous-programme. Donc là, je zoome un peu. Il vous suffira de déclarer un sous-programme comme ça. Vous direz, il reçoit un entier par référence. En fait, il reçoit l'adresse d'un entier. Mais après, vous n'avez plus besoin de coder. Comme avec les pointeurs, vous pouvez faire x égale 3, c'est bon, il n'y a plus besoin de mettre le étoile x égale 3. Et du coup, quand on appellera le sous-programme dans un main, il suffira que je mette donc x, a, ce qu'on veut, et puis que je fasse f de x, et ça marchera. Mais il faudra bien indiquer ici, ce sera la nouvelle manière, que ce qui doit être fait, c'est un passage par référence, c'est en fait un passage par adresse cachée. C'est la même chose que ce qu'on faisait avec les pointeurs, sauf que ça ne se voit plus. Bon, alors vous me dites, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas faire ça directement? Ça n'a pas été prévu au moment du C. Voilà. Il y a toujours des pointeurs en C++, évidemment, et on en a toujours besoin pour certaines applications. Mais effectivement, en ce qui concerne donc la modification d'une donnée par un sous-programme, on pourra le faire en utilisant le passage par référence. Vous ne l'avez pas vu pour l'instant, donc je ne veux pas vous faire aller trop vite, mais voilà, sachez que ça existe. Donc il y a 3 manières de faire en fait ici. Vous allez pouvoir, donc attendez, je vais faire un nouveau fichier source, comme c'est demandé. On va cette fois dans notre projet donc avoir plusieurs fichiers sources et donc un fichier header. Là, je commence par celui-là. Hop, donc je vais l'appeler comment fonction. Hop, fonction. Et je le mets bien dans le même dossier du projet. Voilà. Donc, dans celui-là, on va définir les prototypes de nos sous-programmes, donc puisqu'on ne code pas encore dans des classes. Et puis, dans le point CPP, on va coder nos sous-programmes. C'est pas ça. File, source, next, C++, attention. Et donc, je vais donner un nom, fonction. Et voilà. OK. Donc, là, on indique, je vous le rappelle,
les prototypes uniquement. Donc, si on code tout cet exercice donc en sous-programme de manière à pouvoir faire un beau menu, etc., on va avoir un sous-programme de saisie. Et donc, il y a plusieurs possibilités, comme je dis, passage d'un pointeur pour pouvoir donc passer un pointeur sur un objet de T-string et donc pour pouvoir modifier l'objet passé. Passage par référence, vous ne l'avez pas vu, ou tout simplement une fonction qui retourne en fait un objet. Donc, ce n'est pas le plus performant parce que du coup, il y a une copie de l'objet au retour, mais ça marche. Hein. Donc, on peut très bien déclarer comme ça, le sous-programme retourne un objet de type string et du coup, il ne reçoit rien en paramètres. Ça fonctionne. Donc retour. Excusez-moi, madame. Oui. Désolé de demander ça, mais j'ai vraiment pas vu comment vous avez refait des headers et des. J'ai complètement oublié. Alors, donc vous avez créé un nouveau projet. Là, vous avez un nouveau projet. Oui. Pas après. Donc, attendez, je ferme les anciens. Donc, quand vous êtes sur un nouveau projet, vous êtes File, New, File, ok. Donc, l'onglet File tout en haut, Nouveau, et là, vous décidez de faire un nouveau fichier. Hein, bientôt, on va utiliser New Class pour créer des classes, hein, mais là, New File, donc. Et ici, vous pouvez choisir entre C++ Header ou C++ Source. Donc là, vous allez le faire 2 fois. Une fois, vous allez choisir Header, une fois, vous allez choisir Source. D'accord. Voilà. Et puis après, donc attention, qu'il y a toujours un petit truc, c'est que il faut, donc vous lui donnez un nom, donc fonction. Vous dites bien, attention, qu'il faut le rajouter dans les dossiers debug et release. Et il y a toujours ce truc qu'il faut choisir ici où on le met, sinon il y a un petit bug avec CodeBlock, il ne le met pas automatiquement. Vous me dites si vous y arrivez, sinon vous me redemandez. Ok, je vais le faire. Donc, dans le fichier fonction.cpp, on code nos sous-programmes. Hein. Donc, je vais prendre directement le prototype, là, je ne vais pas m'embêter. Donc, si je fais une fonction, tout bêtement, on déclare un objet de type string, on n'est même pas obligé de l'initialiser. Hein. On demande la saisie d'une chaîne. Et puis, saisir chaîne, 2 points, si vous voulez que ça passe à la ligne. C'est bon, j'ai réussi. Ok, c'est bon. Ouais. Endel, c'est pour donc passer à la ligne. J'envoie le retour chariot. Et donc, on saisit la chaîne. Alors, vous pouvez faire un CIN pour l'instant. Donc, je le mets. Donc, attention, ici, là, c'est std2.2.string. C'est le nom donc, de la classe. C'est un type. Il faut évidemment que je donne un nom à ma variable. Hop, ch. Et je retourne tout simplement. Là, c'est vraiment, vous reprenez le code en main, mais c'est vraiment basique. Du coup, dans le main, alors, je ne vais pas faire le menu, tout ça. Ça va être à vous de le faire. Je vais le marquer ici. Donc, un menu. Ça va être à vous de le faire. Et donc, là, je ne le fais pas, moi. Si je veux donc appeler ce sous-programme pour saisir, donc évidemment, comme d'habitude, je fais quand même les rappels parce que, bon, je sais qu'il y en a qui le niveau est assez disparate en début de 2e année. Évidemment, comme tout sous-programme, je peux l'appeler plusieurs fois. Voilà, donc je peux l'appeler une première fois pour saisir une première chaîne. Je pourrais très bien imaginer de l'appeler une 2e fois. Je le mets en commentaire, c'est parce que, peu importe ce qui est demandé. Mais bien entendu, quand on fait un sous-programme, on le voyait encore, même au moment du projet l'année dernière, quand on fait un sous-programme, c'est pour pouvoir le réutiliser, évidemment pour structurer le code, mais surtout pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Donc ne me faites pas saisir chaîne 1, saisir chaîne 2, saisir chaîne 3, etc. Comme il y en a d'ailleurs qui le faisaient l'année dernière, par exemple, pour des noms de joueurs ou quoi. Non. C'est le même sous-programme, je l'appelle 2 fois, chaque fois, donc il me retourne une nouvelle chaîne
dans laquelle il y a la nouvelle saisie. Voilà, et puis bon, donc après, calculer la taille de la chaîne. Alors, bon, là, c'est vraiment un peu idiot de le faire en sous-programme, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc, calculer la taille de la chaîne. Alors, attention que là, ça va pas marcher, parce qu'il va bien falloir, attention, inclure le header, point saisie, include, fonction .h. J'inclus le header, c'est un header personnel, pas de la librairie standard, donc c'est entre guillemets. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il me fait des warnings sur le truc? Non. Je sais pas. Voilà, il m'a fait une warning. Alors, regardez, il y a une erreur. Il ne connaît pas string. Parce que, il faut inclure IOStream. Pour qu'il ait accès, en fait. Attendez, donc je vais l'inclure. Dans quoi? Je peux l'inclure directement ici. Ouais, je pourrais le mettre dans le point H, parce que la classe string, voilà, elle est inclue dans la librairie qui contient des classes, donc sur les entrées-sorties, tout ça, c'est IOStream. Donc saisir une chaîne, bon, je saisis une chaîne, peu importe, une deuxième, bon, et puis voilà. Bon, là, je n'ai pas fait l'affichage, donc on voit rien, il faut continuer pour montrer que ça marche. Voilà, alors ensuite, et c'est le premier exemple vraiment d'utilisation d'un objet. On va faire le sous-programme qui retourne la longueur d'une chaîne. Et donc là, ça retourne un entier. La taille d'une chaîne, le nombre de caractères, c'est donc un entier. Et donc, je vais l'appeler, je ne sais pas, longue chaîne, bon, peu importe. Et donc, ce sous-programme reçoit en paramètre la chaîne dont je veux la longueur. Donc, il reçoit en paramètre un objet de type string. Là, il n'y a pas de problème. Passage par valeur, ça fonctionne, puisque de toute façon, mon objet, j'y touche pas. Je ne fais que le parcourir. D'accord? Alors, vous pourriez... bien entendu, vous-même coder le petit algorithme, mais comme c'est encapsulé dans l'objet string, etc., bon, vous n'allez pas aller regarder comment les caractères sont stockés, etc. Vous n'avez pas besoin. C'est prévu. Dans la classe string, il y a une méthode qui se charge de retourner la longueur. Donc là, en fait, ce sous-programme, il est tout bête. Il se contente lui-même d'appeler la méthode, donc size ou length, les deux fonctionnent, de la classe string. Et pour ça, et c'est là toute l'approche objet, je ne vais pas appeler la méthode size et lui passer en paramètre l'objet ch. Je vais demander à l'objet ch d'exécuter la méthode size de sa classe. Et c'est implicite. Ça veut dire que la méthode size, c'est comme si elle recevait l'objet ch, elle va travailler sur la zone mémoire de l'objet et c'est bien les caractères de l'objet qui est reçu, ch, le nombre de caractères qui sera compté. Donc c'est ça tout le truc de l'approche objet. Je le marque. Et du coup, il va compter les espaces aussi. Ah oui, c'est le nombre de caractères. Les caractères, c'est des espaces. Ceci dit, là, on a fait des CIN, donc de toute façon, il n'y a pas de lecture avec espace. Okay. Faut faire un getLine. Il faut que je vous montre comment le faire d'ailleurs après. Approche objet. Donc, on demande vraiment, là, le point important à l'objet ch d'exécuter de sa classe. Et vraiment, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Si je fais imaginez dans un programme, je fais ch, donc, typiquement dans mon mail, là, j'ai deux chaînes, on peut le faire d'ici directement pour que bien que vous voyez le truc. Comme ça, vous allez vraiment voir le truc. Donc, longueur, donc chaîne 1. Hop. Donc, si j'envoie sur l'affichage ch1.size, ça envoie ce que me retourne la méthode size quand elle s'applique à ch1. Je peux faire la même chose, et là, donc, ça va vous convaincre, normalement. Hop. En disant à ch2 d'appeler la méthode size. Et dans ce cas-là, elle va travailler sur ch2. Donc, regardez ici. Ah oui, non, je n'ai pas terminé du coup. Je n'ai pas terminé... Bah si. Attendez, j'ai eu un bug là, je regarde ce qui se passe. Non, je ne sais pas pourquoi c'est... Ok, donc je saisis une première chaîne, donc de 4 caractères. J'en saisis une deuxième de je ne sais pas combien. Bon, voilà. Et donc longueur de la chaîne 1, 4. Longueur de la chaîne, bon alors évidemment, je n'ai pas fait bien mon affichage, donc attendez, excusez-moi, je vais trop vite. Chaîne 1, 2 points. Et là c'est la chaîne 2, 2 points. Je vais marquer même égal pour qu'on voit bien.
Hop, égal. Et puis là, je vais faire un petit passage à la ligne pour qu'on voit bien le résultat. Voilà, ok. Alors, donc une première chaîne donc, de juste 4 caractères, une deuxième chaîne beaucoup plus grande. Et vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Hein. La méthode size, la première fois, elle a travaillé sur la première chaîne, donc elle a bien compté 4 caractères. La deuxième fois, elle a bien travaillé sur la deuxième chaîne. Elle en a compté 13. Hein. C'est le principe objet. On ne passe plus les objets en paramètres. On leur demande d'exécuter une des méthodes de leur classe. Juste madame, Oui. il n'y a rien à mettre dans le header, on est d'accord? Pour l'instant. Bah, je mets les prototypes juste. Si, j'ai mis, voilà, c'est les prototypes là. Ok, très bien. Hein, les prototypes des sous-programmes. Les sous-programmes, je les code dans le .cpp source. Merci. Comptez le nombre de voyelles et le nombre de consonnes. Je vais vous laisser faire l'algorithme. Là, c'est vraiment basique. Hein. C'est du premier semestre de l'année dernière, ça. Ça va être exactement pareil puisque l'accès aux caractères d'une chaîne peut se faire également avec les opérateurs crochets. Juste quand même un petit rappel. Là, vous avez donc 2 choses à récupérer. Hein, le nombre de voyelles et le nombre de consonnes. Attention, j'ai eu ça hier. Tiens, attention, hein, pourtant pas des ingés de nouveau. Là, qui m'ont fait un return NV,NC. Retour de 2 valeurs. C'est pas possible, ça. Ça, c'est en Python. Hein. En C, une fonction ne peut retourner qu'une et une seule valeur. Là, vous avez 2 valeurs à récupérer. Donc, déjà, première possibilité, vous faites 2 sous-programmes distincts. Hein. Là, vous contournez un peu la difficulté, mais pourquoi pas, dans l'énoncé, c'est pas précisé. Donc, vous avez un sous-programme qui compte le nombre de voyelles, un autre qui compte le nombre de consonnes. Si vous voulez faire un seul sous-programme qui permet de récupérer les 2, il faut utiliser là un passage par adresse, par pointeur. On pourrait faire par référence, mais vous ne l'avez pas encore fait. Hein. Donc là, ce sous-programme-là, donc, on va compter. Mais madame, la fonction size qu'on a mis là dans le fichier de fonction, elle sert à rien? Parce que de toute façon, là, quand on affiche les longueurs des chaînes, c'est directement dans l'affichage. Oui, mais parce que là, ça, vous les allez l'enlever, vous. Ah. Là, c'était pour vous montrer. Parce que si, regardez, normalement, ce que vous allez faire, vous, évidemment, ce sera dans un menu, vous allez faire donc int L ou taille ou je ne sais pas quoi, taille, bon, et puis au bon endroit dans votre menu, vous allez faire taille égale, donc, je l'ai appelé longue chaîne, enfin, ch1. Ah non, mais non, c'est ça qui me plaît pas. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah, ça me plaît pas. Bon, c'est pas. Là, comme on ne code pas nous-mêmes encore avec l'approche objet, on ne fait que l'utiliser sur des objets des classes prédéfinies. Là, vous allez faire ça. Mmh. Bon, mais ça, c'est pas l'approche objet. Hein, donc, si vous faites ça, du coup, vous voyez plus que le principe de l'objet, qui est qu'on demande à un objet d'exécuter une de ces méthodes, automatiquement, elle s'exécute sur l'objet. C'est ça que je voulais vous montrer. Hein. D'accord. Donc ça, vous n'allez pas le mettre, effectivement. Mais c'est mieux, ça, que d'aller chercher une fonction... Oui, mais c'est parce que là, en fait, oui, mais c'est l'exercice qui veut ça. On vous demande de le coder en sous-programme. Donc, vous avez mais il ne sert à rien, ce sous-programme. Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Il fait juste un return. Okay. Donc, effectivement, on aurait pu ne pas le faire. Mais bon, moi, je respecte l'énoncé. Hein. Effectivement, là, typiquement, dans votre menu, vous avez un switch. Hein, case, donc case 2. Vous pouvez directement mettre cout de ch.size. On n'aurait pas besoin de passer par ça, c'est un peu idiot. Là, on appelle une fonction qui elle-même en appelle une autre et retourne son résultat. D'accord. Un peu idiot, mais enfin bon, c'est pour respecter le truc. Alors ensuite, pour donc compter, donc attention, et récupérer, hein, parce qu'on sépare bien l'affichage effectivement des calculs, compter et récupérer le nombre de voyelles et de consonnes. OK. Là, donc, attention. Données à récupérer. Récup. Donc, il faut forcément utiliser au moins un pointeur pour récupérer une des 2. Alors, pour être cohérente, vu qu'il n'y a pas de raison de privilégier le nombre de voyelles ou le nombre de consonnes, moi, je vais utiliser carrément 2 pointeurs. Hein. Voilà, mon passage par adresse.
Donc, typiquement, je vais décider que les deux données, le nombre de voyelles, le nombre de consonnes, se récupèrent par le biais de pointeurs. Donc, je vais passer au sous-programme deux pointeurs, donc deux adresses, auxquelles il ira stocker les résultats. Du coup, vous voyez bien qu'au niveau du main, je passe deux adresses. Donc, je les connais, les adresses, puisque je les donne au sous-programme. Donc, il suffira ensuite d'aller aux adresses pour trouver les résultats. Un void, donc, compter NV, je sais pas marqué quoi, ouais. NV. Et donc, je passe évidemment en paramètre l'objet chaîne, dont je veux compter le nombre de voyelles et le nombre de consonnes, et donc mes deux pointeurs. Int étoile NV, int étoile NC. Et puis, dès que vous aurez vu les passages par référence, tout ça, on reprendra ça tant que c'est possible avec des passages par référence. OK, vous le codez là. Ça, je vais vous laisser le coder parce que c'est vraiment, je vais vous mettre un premier pas, mais c'est vraiment du C après. Hein. Donc, attention, il vaut mieux quand même initialiser les données aux adresses qui sont fournies. Hein. Rien ne prouve que c'est fait en amont. Donc, je démarre bien à 0. Donc, je vais aux adresses qu'on m'a données, je mets 0. Je ne connais pas encore le nom. Et puis ensuite, hein, vous avez une boucle pour parcourir donc la chaîne. Je vous laisse remplir. Dites-moi ce qu'on va mettre là-dedans. Et puis, l'accès donc au caractère d'indice I. Par les opérateurs crochets, ça fonctionne, hein, même si c'est plus un tableau, parce que ça, vous avez conscience, hein, c'est plus directement un tableau. Un objet de type string, c'est une grosse structure. En gros, hein, c'est un objet, donc c'est une grosse structure. Et à l'intérieur de cette structure, vous n'avez même pas besoin de le voir, vous ne le voyez même pas. En fait, il y a un tableau. Bon, bah, les opérateurs crochets ont été redéfinis hein, de manière à ce que quand on les applique donc, à un objet de type string, bah, en fait, ils aillent dans le tableau que contient l'objet hein, s'appliquer par les opérateurs crochets. Donc, ça va être typiquement, va y avoir un truc du genre if, donc ch crochet i égale à ou, etc., etc. Hein. Je vous laisse compléter. Et donc, si c'est bien une voyelle, hop, vous allez, attention, je vais à l'adresse qu'on m'a donnée, NV, et j'augmente la valeur de 1. Voilà. Vous faites pareil pour les consonnes, etc. Alors, la boucle, là, vous savez tous quoi mettre dans la boucle. On parcourt la chaîne avec une boucle fork. C'est comme un tableau, hein, en fait, hein, comme je le dis. Donc, on déclare une variable. Nouveauté C++, attention. On peut... Mais je crois qu'il y en a qui le faisaient déjà. On met un str size, enfin, la chaîne est... On peut le faire avant ça ici. Alors, on met quoi? Oui, bien, mais... I inférieur à la taille de la chaîne directement. Enfin, on va chercher la méthode size. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on le code, ça, exactement? Attendez, je suis passée en... C'est horrible. I égale 0, point virgule, I inférieur à ch.size, de parenthèse. Très bien. Hein. Non, je suis passée en mode suppression et j'ai le bouton insert, j'arrive plus à repasser. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il veut plus? Ah! Au secours. C'est sur mon écran c'est sur mon clavier de portable là et ma touche insert pour repasser, elle marche pas. Bon. Si je fais ça. Bon, va falloir que je trouve, pas grave. Donc effectivement, I inférieur à donc ch.size. Ou alors à, puisqu'on l'a codé, à longue chaîne entre parenthèses ch. Mais l'approche objet, c'est ça, hein, évidemment. Et puis donc plus i hein, pour avancer donc, dans mon... Voilà. Bon. Je vous laisse continuer à coder ça. Ah, mais c'est horrible. Bon, j'enlève ça. Bon, alors pourquoi est-ce que ça marche plus ma touche là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mince. Il y a un raccourci clavier qui permet de faire ça. Je l'ai plus là. Mage insert, madame. Mage insert et ça a marché. Non, ça marche pas. Moi.
Normalement, je suis d'accord avec vous, mais mage. Parce que ma touche insert, elle est sur la même chose que ma touche sucre en petit. Je sais pas. Mage insert, touche majuscule, je la maintiens appuyée, insert, hein, mais moi ça me supprime. Ah, je l'ai su ça, mais là sur mon clavier de portable, je le trouve plus. Madame, il faut pas faire Alger. Bah, je crois que j'ai tout essayé là. Hein. Je pense que ça me fait ça, Alger. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas du tout normal. Hein. Je suis d'accord avec vous. Non, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver. Donc voilà. Alors ensuite. Et si fonction insert, madame? Je crois que j'ai la même chose que vous. FN insert. FN insert. Ah, bravo. Très bien, merci. FN insert. Oui, c'est vrai que c'est au même niveau que les F. Hein. Vous avez raison. Que les touches F. Merci, super. Donc voilà. Donc vous retenez accès aux caractères contenus dans l'objectif chaîne, pas les opérateurs crochets, ça tombe bien quand même. Sinon, vous savez qu'en fait, si on veut vraiment être dans l'approche objet, eh bien, on a la méthode at. Regardez. Alors, je crois que c'est at en Java. Alors, moi, je fais du Java au 2e semestre, donc là, je suis encore dans le Java l'année dernière. Mais voilà, vous avez la méthode at. Ça, si on respecte vraiment l'approche objet, si vous voulez, on ne peut pas toucher à un objet comme ça. Normalement, les objets, les données qu'ils contiennent, donc ici les caractères, sont encapsulés. Je pense que M. Fiedler vous a parlé de ça dans les objets. Ça évite en fait qu'on fasse n'importe quoi dans des programmes importants. Ça veut dire que c'est vraiment le programmeur qui s'est occupé de créer une classe, qui connaît donc vraiment ce à quoi elle sert, pourquoi elle est faite, qui décide de ce qu'on peut faire avec les objets de cette classe. Est-ce qu'on a le droit de modifier comme ça les données ou pas, d'y accéder, de les consulter ou pas. Et donc, normalement, si on respecte ce principe-là, c'est vraiment le principe d'encapsulation avec l'approche objet, on ne peut pas accéder comme ça aux éléments d'un objet. Il faut qu'il y ait une méthode prévue pour ça. Et donc là, si on respecte l'approche objet, en fait, on devrait faire appel à la méthode at. La méthode at, donc je lui transmets la position, donc l'indice, en fait, le numéro du caractère que je veux récupérer, et ça me le retourne. Donc voilà. Mais ça ne permet que de récupérer le caractère d'indice i. Pas de le modifier. Alors, si on veut modifier un caractère, du coup, c'est encore d'autres méthodes. Avec les crochets, en fait, on zappe cette contrainte de l'orienté objet, qui est qu'on ne touche pas aux données internes à un objet sans passer par une de ces méthodes. Bon, mais pour les chaînes, c'est autorisé. Là, on vous laisse le faire. C'est quand même vraiment pratique pour les tableaux aussi, pour les vecteurs, voilà, crochet. Mais attention que voilà, normalement, on passe par des méthodes. Et donc, il y a une méthode, la méthode at, pour récupérer la valeur d'un caractère. Je pourrais le marquer là. Du coup, else. Je vais le marquer, else. Donc, si on veut tester pour les consonnes, on va faire alors, je pourrais faire, donc, du coup, ch.at i, ça marche aussi. C'est pareil, en fait. ch.i, donc ça va être supérieur ou égal à petit b et inférieur ou égal à machin à compléter. Donc, pour parcourir la chaîne, hop, et donc je vais le marquer ici. Pour donc récupérer le caractère indice i, il y a deux manières de faire. On peut utiliser les crochets, commencer, ou appeler la méthode at, et là c'est l'approche objet. Ok. Bon, voilà. Bon, on n'avance pas beaucoup dans les corrections, mais j'espère que vous allez plus loin. Moi, c'est parce que du coup, voilà, j'en profite pour donner un peu, faire des rappels, surtout pour ceux qui sont un peu en difficulté. Ceux qui sont plus loin, n'hésitez pas encore une fois à m'interrompre pour me poser des questions. Oui. Moi, du coup, je suis plus loin, mais là, je viens de regarder la correction. Pourquoi int i égale 0 égale 0? Non, ça, c'est parce que vous n'avez pas suivi que je galérais avec mon insert supre, là.
Ah. Donc, voilà. C'est juste une faute de frappe. Ok. J'étais dans mon bloqué moi, dans madame. la suppression. Oui. Moi, je compte les voyelles A, E, I, O, U, Y et je mets après un else avec du coup L, enfin le reste, et du Else. coup, il me compte tous les espaces. Eh ben avec les oui. consonnes. Mais d'ailleurs, il vous compterait des points-virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation. Hein. C'est si, sinon. Donc, si c'est pas autre chose qu'une voyelle, il passe dans le sinon et il le compte. Mais du Hein, coup, c'est je pour dois ça- rentrer toutes les consonnes. Alors, regardez mon début de code, là, vous le voyez? Vous pouvez faire tout simplement un test d'intervalle. C'est si CH crochet, enfin, ou at I, donc est supérieur ou égal à petit b et inférieur ou égal à petit z. C'est un et d'ailleurs. Ou bien supérieur ou égal à grand b et inférieur ou égal à grand z. Vous testez en fait si c'est dans les lettres. Voilà, de A à Z. Et Les, comme ah, dans les, et les lettres, c'est at. Non, ah ouais, non, ah là là. Bon, attendez, on va enlever ça. Je vais en reparler après. Hop, crochet. C'est parce que vous, en fait, comme vous devez coder de votre côté, vous n'écoutez pas forcément tout ce que je dis. Donc après. Non, Alors, donc, attendez. Vous avez une barre où? Ouais. Donc le test d'intervalle classique, hein, voilà, pour tester. Donc si c'est compris entre, bon, j'enlève le A, je pourrais mettre supérieur égal à petit a, mais comme de toute façon si c'était petit a, c'est passé dans le premier if. Hein, là pareil, il y a des ou. Hein. C'est pas un ou là, c'est un et. Je vous ai dit. Donc. Et puis il faudrait mettre ou bien et rajouter pour les majuscules. Hein. Là je le mets pas, là je considère que c'est que des minuscules. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est pas la peine de tout retester. Si c'est compris entre petit b et petit z. Et que ce n'est pas une voyelle, puisqu'on est dans le else, c'est pas une voyelle, bah c'est que c'est une consonne. Mais il faut rajouter un nouveau test, parce qu'effectivement, sinon, tous les caractères de ponctuation vont être comptabilisés. Voilà. Alors, cette histoire du at, hein, c'est parce qu'en fait, comment dire, où est-ce que je peux le marquer, ça? De toute façon, je vais vous faire un petit PowerPoint que je vous donnerai vendredi, hein, où on récapitulera un peu les notions qui sont vues dans chaque exercice pour que quand vous travaillez l'exercice, vous les ayez. Je ferai un bilan à la fin. Hein. Mais donc, en gros, je vais le marquer ici, parce que là, du coup, je n'ai pas du tout formaté mon truc. Donc, en gros, pour accéder, pour accéder au caractère d'indice I d'une chaîne, on peut effectivement faire commencer, utiliser les crochets d'une chaîne. Donc, si j'ai déclaré un objet de type string, hop, je peux faire donc char C égale CH crochet I. Voilà, dans C, je mets le caractère d'indice I de la chaîne. Je peux faire CH crochet I égale petit x, je remplace le caractère d'indice i de la chaîne par x. Hein. Donc là, j'ai un accès à la fois ce qu'on appelle en lecture, je peux consulter la valeur du caractère, donc c'est ce que je fais, ici. Hein. Je récupère la valeur du caractère. Je peux, grâce au crochet, modifier le caractère d'une chaîne. Bon. Mais là, on ne respecte pas le principe d'encapsulation de l'approche objet, c'est-à-dire que je touche à un objet sans passer par une des méthodes qui a été prévue dans sa classe pour ça. Si on veut vraiment respecter l'approche objet, eh ben, mais pour les chaînes, on utilise les crochets, hein, c'est couramment admis. Mais d'une manière générale, attention, il ne faudra pas faire ça quand on manipule d'optique d'objet. Hein, on doit passer par des méthodes. Et donc, typiquement, il y a une méthode. Hein, je vais le marquer là. Il y a aussi. Je vais marquer comme ça. Hein. Selon l'approche objet, donc en respectant le principe d'encapsulation, je pense que vous en avez quand même parlé en cours parce que je sais qu'il insiste pas mal là-dessus, Florent Didler, encapsulation. Hein. On passe par des méthodes. On doit passer par des méthodes pour accéder aux attributs d'un objet. Or, les caractères d'une chaîne, ça fait partie des attributs d'un objet chaîne. Hein.
Et donc, on ne devrait pas avoir d'accès direct comme ça si on respecte vraiment ça. Parce que, encore une fois, c'est admis pour les chaînes avec les crochets. Et donc, on a une méthode pour récupérer le caractère d'indicier d'une chaîne. Donc, on a la méthode at, elle s'appelle at, pour récupérer. Donc, c'est un accès en lecture. On peut voir la valeur du caractère, mais pas la modifier avec at. Vous voyez, le caractère d'indice i. On peut également faire ça. Faire donc un char c égale ch.at i. Ça, c'est l'approche objet. C'est la même chose. C égale ch.at i, c'est pareil que c égale ch crochet i. Mais là, je passe par un sous-programme. Donc, je dis à la chaîne ch d'exécuter la méthode at donc de sa classe, donc de la classe string. Cette méthode, elle reçoit en paramètre un indice et elle retourne le caractère. En fait, elle fait le return ch. Mais voilà, si on respectait l'approche objet, et pour les objets autres que les chaînes, il faudra que vous passiez toujours comme ça par des méthodes. Voilà. Et puis, il y a également des méthodes de modification pour aller modifier les caractères d'une chaîne. Bon, mais là, utilisez les crochets. Je ne vais pas vous embrouiller, mais enfin bon. Voilà. Bon, allez, on avance. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre sur cet exercice? Donc, vous avez l'accès par les crochets. Du coup, vous pouvez faire les autres trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme notion que vous pourriez ne pas... supprimer un caractère précis. Soit vous recodez tout pour supprimer un caractère précis, soit vous recodez tout, soit vous utilisez la méthode erase. C'est-à-dire que vous cherchez le caractère, puis une fois que vous l'avez trouvé, vous appelez la méthode erase pour le supprimer. Parce qu'attention, quand on supprime un caractère, il faut décaler. Il n'y a pas marqué qu'on supprime un caractère précis en le remplaçant par un espace ou par autre chose. Donc attention, supprimer un caractère, voilà, c'est marqué d'ailleurs dans l'exemple, ça veut dire que l'emplacement qu'il occupait est comblé par les caractères qui suivent. Donc soit vous codez vous-même une boucle pour trouver le caractère, puis si on le trouve, une fois qu'on l'a trouvé, hop, on parcourt les suivants en les décalant. Soit, attention, je vous laisse avancer là-dedans, donc du coup, puisque là, il n'y a plus beaucoup de temps pour le prochain cours, pour le prochain TP, et je vais vous le marquer là. Donc, je vais marquer ici. Bon, je vais faire un diapositive. Pourquoi est-ce que j'ai plus titre et contenu? C'est titre et contenu. Et puis, encore une fois, il faudra que je vous distribue tout ça. Enfin, non, je pense que je vous enverrai un mail ou quoi, avec un lien vers un drive ou mon OneDrive. Enfin, je vais voir où je vous posterai un petit peu des points, des bilans sur ce qu'on a fait. Donc, pour supprimer un caractère d'une chaîne, il faut donc il y a une boucle pour le trouver, et puis une fois qu'on l'a trouvé, décaler les suivants. Trouver, décaler les suivants. Bon, ça semble clair avec l'énoncé. Et donc, pour le supprimer. Décaler les suivants. Et donc, vous pouvez vous aider donc avec la méthode erase de la classe. Méthode erase de la classe string. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour ceux qui ont suivi. Allez regarder sur c++.com. OK. Voilà, donc ça c'est pour celui-là. Pour concaténer, je l'ai dit aussi tout à l'heure, n'appelez surtout pas str4, n'utilisez pas la librairie string.h, string.h du langage C. Là, on utilise la classe string de la librairie C++. Donc, il n'y a pas de str4. Mais pour concaténer deux chaînes, en fait, c'est tout simple. Donc, en C++, puisque l'opérateur plus a été surchargé pour faire ça, pour concaténer. Alors, je sais que des fois, il y a des élèves qui sont là, quoi? Qu'est-ce que c'est concaténer? Normalement, vous l'avez vu en ingé, mais bon, c'est mettre à la suite. Donc là, utilisez l'opérateur plus. En gros, ça donne ça. Donc, CH3 égale CH1. Vous avez trois objets de type string plus CH2, ça marche. C'est tout bête.
opérateur plus a été redéfini, a été surchargé, on dit. Donc, c'est pratique. Ce qu'il y a en dessous. OK? Voilà. Et par contre, pour le petit 6, là, vous êtes obligé de coder vous-même. Il n'y a pas de fonction de décalage prévue. Donc, ça, c'est à vous. Bon, tout simplement, CH crochet I égale CH crochet I plus 1. On rajoute 1 au code ASCII, donc au caractère, etc. Voilà, vous terminez ça. Ça va être la fin. Pour les boucles et allocations dynamiques, encore une fois, là, c'est vraiment... Il n'y a rien à faire. C'est l'application bête du cours. C'est plus un malloc, c'est un new. Vous allez faire un int tab crochet ou int étoile tab égale new int crochet 10. Voilà, c'est des floats. Float étoile tab ou float tab crochet égale new float crochet 10. Ça marche. Regardez dans votre cours, vous avez les exemples. Et pour libérer, ça va être un delete de tab, tout simplement. Pour le tri, il n'y a rien de nouveau en objet. Puis on continuera. Vous continuez, vous finalisez tout ça, vous faites le maximum. Essayez de bien terminer cet exercice sur les chaînes avec un menu, etc. pour bien se remettre quand même dans un programme complet. Et puis on continuera en séance de demi-groupe. OK, vous avez des questions? Juste madame, vous pourriez montrer votre main s'il vous plaît, de l'exercice 202 s'il vous plaît. On n'a pas fait le mail encore. Enfin, on a mis juste non, ça. Mais, en gros, ok d'accord, on n'avait pas fait... Non, c'est à vous. Ça, c'est votre job. Faites un menu. Avec un affichage de menu, puis après un switch, en fonction du choix. Case 1, vous appelez saisir chaîne, case 2, vous appelez longueur chaîne, etc. Rebasez-vous sur les exos de l'année dernière qu'on a fait avec ce genre de menu. Ok, merci. Au revoir. Au revoir, bon courage à tous. À vendredi.